Salut les fans de Dominique. Oups, non, de Domotique, pardon. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Ici, avec Julien, Gaëtan et Antoine, il y a grave de l'info à vous partager. J'espère que cet épisode va vous donner plein d'énergie. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Tech Café Domotique. Après une longue période estivale, nous revenons enfin à nos petits enregistrements avec les deux comparses habituels que sont Julien. Salut Julien. Hello, salut Gaëtan. Plaisir de te retrouver. Ah ben écoute, après cette période un peu difficile, oui, pour tout le monde, ça fait plaisir de voir du monde. Exactement. Et puis on a aussi l'incontournable Antoine. Hey, salut les gars. Oh, une petite voix. Salut Antoine. Non. J'ai retrouvé mon micro là, ça y est, ça marche. Ça y est, c'est la rentrée, on peut y aller. Ouais, mais je suis pour la petite histoire, je suis sur un Mac de secours, donc j'espère que ça fonctionnera, on verra. C'est impossible, un Mac ne tombe jamais en panne. Non, c'est la base du Mac. Bon, dernier épisode, il date un petit peu, c'était au mois de juin, si je dis pas de bêtises. On avait fait un épisode spécifique sur la WWDC avec iOS 14, du moins la version bêta. Depuis, ce n'est plus une bêta, c'est sorti en version définitive. Et on a repris donc un épisode un peu plus normal, on va parler de domotique. Et le sujet de ce dossier, ça va être tout ce qui est relatif aux énergies par rapport à la domotique. Donc l'énergie, c'est l'électricité, le gaz, l'eau, le solaire, on verra, on va parler de plein de choses. Donc on a préparé pas mal de petites choses chacun de notre côté. Mais avant tout ça, on va revenir sur le retour des précédents épisodes, ou du moins le précédent épisode, donc sur iOS 14 version bêta, WWDC, où on avait, Julien, je te laisse prendre la parole, puisque c'est toi qui nous a sélectionné ça. Jérôme nous a dit ça pourrait être intéressant de présenter l'application maison dans un épisode, puisque Jérôme en fait nous a dit qu'il n'avait pas très bien compris l'épisode hors série sur la WWDC. A priori, c'est sûrement un manque pour lui, une méconnaissance de l'application maison. Alors nous, la question maintenant, c'est à vous, auditeurs, c'est est-ce que vous pensez qu'un épisode spécial sur l'application maison, ça vous intéresse, en sachant que on pourrait lier cela avec Homebridge. Homebridge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil, c'est un serveur qui va permettre de prendre un objet connecté qui à la base n'est pas compatible avec l'application maison, donc l'application domotique de Apple, et donc le rajouter quand même. On pourrait faire un package, application maison et Homebridge. Dites-nous si ça vous intéresse et on rajoute ça dans le plan. Exactement. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, faites-nous en part et puis on mettra ça à l'ordre du jour dans un prochain épisode. Voilà, c'est tout pour les précédents épisodes. Si on a eu un petit retour aussi en disant que peut-être ça manquait un peu de structure, et normalement avec cet épisode vous allez voir qu'on s'est amélioré. Du moins c'est la vocation qu'on souhaite faire. Et on a revu les fondations. Ouais, on a revu un peu les fondations parce qu'effectivement, on veut faire progresser ce podcast. On pense qu'il y a de la matière. Et on est même convaincu qu'il y a de la matière. À nous de faire améliorer les choses. Donc, si vous avez des idées ou des rubriques éventuellement qui pourraient vous intéresser, vous êtes les bienvenus en termes d'idées. Et d'ailleurs, en termes de rubriques, j'attaque tout de suite par rapport à ça. Si vous avez des questions concernant sur des scénarios ou des questions pratiques, comment faire ceci, comment intégrer cela, comment je peux faire communiquer ça avec ça, vous mettez le mot que vous voulez derrière, c'est une nouvelle rubrique qu'on va mettre en place. Donc pour l'instant on n'a pas de questions, mais si vous avez des questions très techniques sur lesquelles on peut répondre, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas non plus les champions du monde, mais on devrait pas trop mal se débrouiller normalement, vous n'hésitez pas, et puis on les reprendra sur les prochains épisodes. Voilà. Et de même, si vous avez, je continue dans les rubriques, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, des idées ou des connaissances de chaînes YouTube ou de blogs très spécifiques à la domotique, vous pouvez nous les soumettre, comme ça on les fera partager également dans les prochains épisodes. Pour faire connaître même les plus petits blogs. Oui, parce que souvent c'est très confidentiel au départ et c'est pourtant très très intéressant et très complet. Puis c'est souvent sur les tout petits blogs qu'on apprend souvent, on a toujours des tutos bien détaillés, des trucs bien
bien chiadé souvent, plus que sur des gros sites généralistes. Qu'est-ce que les gros sites généralistes, après, à un moment, on se retrouve avec de la pub, des choses comme ça. Bon, voilà pour les prochaines rubriques. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, alimentez-nous avec ces informations. Lâchez-vous, exactement. Bon, avant d'attaquer le dossier, l'actualité domotique, depuis le dernier épisode, est-ce qu'on a des petits trucs sympas? Antoine, tu as décelé des petites nouveautés? Bah, qu'est-ce qu'on a vu de nouveauté là? A priori, il y aurait la disponibilité en la précommande, si j'ai bien compris, de la sonnette Netatmo, la petite sonnette qui fait portier vidéo et tout. Donc bon, j'en sais pas beaucoup plus de ce que j'ai vu. En gros, ça remplace une sonnette que vous avez déjà en place. Donc à savoir, faut déjà avoir un carillon qui arrive dans votre maison qui est câblé jusqu'à votre sonnette. Faut de l'alimentation aussi, donc voilà, ce qui est pas mon cas, donc je m'y suis pas intéressé plus que ça, mais ça a l'air sympa quand même. À voir si effectivement c'est installable pour la grosse majorité ou si ça demande un peu de bidouille, de tirage de câble et tout. Mais dans l'idée, ça connaissant le matos Netatmo, l'application qui fonctionne bien et tout, si c'est bien intégré autant que leur caméra présence et autres, bah ça promet un truc sympa. Donc voilà. On verra bientôt. Je pense que j'ai vu cet après-midi une vidéo en anglais. Alors j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout pigé, mais apparemment il y a déjà des tests. On trouve déjà des tests sur le web. Donc je pense que ça va arriver très prochainement. Ok, donc à suivre. Ça remplace, enfin c'est l'équivalent un peu, ça remplace de la Ring de chez Amazon. Oui, voilà, ouais. Moi j'ai la Ring d'Amazon là qui marche pas mal. Mais qui pour moi le gros avantage c'est qu'effectivement il y a pas de tout fonctionne sur batterie et en Wi-Fi sans fil, donc voilà. Comment on va se débrouiller la Netatmo comparé à ce type de matériel, je sais pas. Donc à suivre, donc nouveauté à suivre. Ok, deuxième actualité. Bah là je vais reprendre, c'est Nuki. Nuki, on en avait parlé dans un épisode, il y a 2-3 épisodes concernant les serrures connectées. Donc c'était une serrure connectée que Julien avait testée. Ou même que tu as toujours en utilisation, si j'ai pas de bêtises. Et que j'ai toujours et qui fonctionne toujours aussi bien. Voilà, donc ils ont fait 2 grosses nouveautés. Alors un truc énorme, c'est vraiment une révolution. Ouais, ils sont passés en version blanche, puisque le produit était noir, donc maintenant c'est blanc. Alors blague à part. C'est une version limitée, hein. Non, c'est pas limité. Si, j'ai vu que la version blanche était limitée. Une version limitée et que si ça fonctionnait bien. Enfin, c'est ce que j'ai lu, hein, que ce serait pas exclu. L'intérêt de la couleur, blague à part, l'intérêt de la couleur, c'est d'intégrer un peu mieux l'appareil derrière une porte qui serait plutôt claire que sombre. Et puis par contre, la deuxième nouveauté qui est plutôt plus intéressante, c'est la mise en place d'un bloc batterie à la place des piles. Et là, Julien, je pense que tu peux en parler un petit peu, puisque toi, comme tes utilisations, tu peux me parler un peu des piles. Alors, les piles, en fait, moi, je suis pas si mécontent que ça. Alors, le bloc batterie, forcément, c'est un super truc. Je suis assez intéressé pour tester ça. Je vais regarder même pour en commander un sinon. Mais alors, si bien sûr on met des piles de merde, clairement, l'autonomie, moi, les premières piles, je les ai flinguées en 2 mois. Et finalement, après, moi, j'ai acheté des piles AA, mais lithium-ion. Et je tiens 1 an avec. Ah oui. 4 piles, je tiens 1 an. C'est clair. Il y a des grosses différences. Hein. Moi, je l'ai vu. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Et pourtant, moi, ma porte, c'est 2 fois, 3 fois par jour qu'elle se déverrouille, en sachant que j'ai en plus un verrou qui est très très dur. Elle a un couple de malades et les batteries, elles tiennent sans aucun souci. C'est de la pile rechargeable que tu mets. Non, c'est pas de la pile rechargeable, c'est vraiment de la pile lithium-ion. Alors, faudrait que j'achète ça sur un site qui commence par A et qui finit par Z, enfin Zone. Mais lithium-ion, je mettrai. C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est de la batterie rechargeable. C'est vraiment des piles. Non, ce ne sont pas des piles rechargeables. Ah bon. Je mettrai le lien en description. Désolé, c'est un petit aparté, mais voilà. Ok. Bon, ok, ça marche. Bon. Très bien. Bon, on va pas rentrer dans le débat. On a dû se mettre d'accord avant, mais pour moi, lithium-ion, c'est un accumulateur. Non? Dans ta Tesla, c'est du lithium-ion. Tu jettes des piles rechargeables depuis le début, en fait. Non. C'est bien des Energizer Ultimate Lithium. Voilà. D'accord. C'est pas des lithium-ion, c'est des lithium. Non, je savais qu'il y avait lithium. Ah, lithium. Voilà. Le ion, c'est le ion qui te permet de recharger. Pas d'ion, pas de recharge. Il y a pas de ion. Bon, troisième actualité domotique.
Bah Julien, justement. Allez, troisième vas-y. actu, c'est une actu que moi je suis beaucoup. On en a déjà parlé encore une fois dans les actus depuis décembre. Il y a en décembre 12 sociétés, grosses sociétés, s'étaient lancées sur un standard domotique appelé le CHIP, Connected Home over IP. Il y a eu un petit communiqué de presse. Maintenant, ils sont 145 entreprises à participer à ça. Donc, pour rappel, c'est toujours quand même Amazon, Apple, Google, Ikea, Legrand, Somfy, Touya, j'en passe énormément quoi. 145. 145, voilà, c'est énorme quand même. Ah parce que ouais. Ah non mais là c'est top. Alors pour ça, ils ont aussi précisé dans le communiqué, c'est que dans un premier temps, ils allaient quand même pas tout faire, mais ils vont quand même faire de l'ampoule, de la lampe, de la prise, de la système de commande, du système de sécurité, des capteurs de présence, des thermostats, des climatiseurs, serrures, portes de garage, volets roulants, téléviseurs. Ouais, donc ils vont Voilà. couvrir déjà C'est juste ça. les besoins principaux de la domotique, de la maison connectée. On retrouve régulièrement voilà. quoi. Donc, et pour rappel, tout ça, c'est bien sûr de l'open source disponible sur GitHub. Donc, tout le monde même pourra participer ou récupérer ça. Voilà. Donc, encore une fois, on suit ça et c'est prévu pour 2021. Je pense que quand ça sortira, on vous fera peut-être 1 ou 2, voire 3, voire 4 épisodes là-dessus. Ah bah, ouais, là, il y a Je pense qu'il y a moyen de faire effectivement de vous partager ça, d'échanger là-dessus. Très bien. Donc ça c'était pour l'actualité domotique. On n'a pas tout récupéré, hein. On vous donne les trucs principaux qui nous ont un peu parlé. Et on peut attaquer directement le dossier principal qui est... Non. Oui. Non, monsieur, nous avons oublié notre nouvelle rubrique des chaînes YouTube. Je voulais faire à la fin, moi. Mettre en avant. Ah, tu voulais... Pardon, excuse-moi. Comme tu veux. On le fera à la fin, on fera un petit... Allez. Bon, bah, désolé, c'est, comme on vous dit, c'est nouveau format. On est tellement impatient de faire partager ça. On vous le mettra à la fin. Ça fait comme un peu les bonus dans l'épisode Tech Café qui n'existe plus d'ailleurs. Les bonus, pas l'épisode Tech Café. Ok, non, mais on le fera, comme tu veux. Bah, si, allez, à la fin, allez, soyons fous, à la fin. Donc, le dossier de cet épisode, c'est les énergies. Le dossier, donc, porte sur les énergies. À savoir comment gérer au mieux les énergies de notre maison grâce à la domotique. Donc là-dessus, effectivement, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de possibilités, il y a plein de sujets différents. Donc le premier, quand on parle d'énergie dans une maison, on pense tout de suite en premier lieu à l'électricité. Donc c'est l'électricité, c'est ce qu'on a besoin par rapport à faire fonctionner une maison. Généralement, sans électricité, c'est un peu compliqué. Je réfléchis avant de dire ça parce que peut-être qu'on va me dire non, tu dis une connerie, on peut le faire sans. Mais bref, aujourd'hui dans une maison, surtout avec de la domotique, ouais. Sans surtout si tu veux enregistrer en plus avec domotique, ouais, c'est un peu compliqué sans électricité. Bon, donc par rapport à l'électricité, la première chose, c'est de pouvoir effectivement déjà évaluer ou du moins connaître la consommation précise de notre consommation d'électricité, tout simplement. Par rapport à ça, Julien, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Alors moi, tout simplement, je récupère les informations du compteur électrique directement. Alors j'ai la chance d'avoir mon serveur domotique qui est pas très loin de mon compteur électrique. Pour ça, je récupère les infos via les bornes téléinfo. Donc sur un compteur récent, les blancs ou les Linky, on a la capacité de brancher 2 fils qui envoie des impulsions et voilà. Donc ça, il faut un petit adaptateur qui va entre guillemets transformer ça en les signaux vers l'USB. Alors on vous a sélectionné dans le site, on vous mettra des liens vers ces téléinfos USB. Tout à fait. Pour envoyer l'information via sur votre box domotique. La plupart des box domotiques gèrent cette info de téléinfo, hein, c'est quand même la base. Alors pourquoi faire ça ? C'est le suivi de consommation, forcément, voir pour améliorer aussi ses usages. Si on a une alerte, par exemple, moi j'ai des alertes, par rapport à hier, tu consommes plus
ou moins. Voilà, ça donne des bons points, ça permet de récompenser aussi la famille et tout, pas mettre le chauffage dans la salle de bain trop longtemps. Surtout moi, par rapport à nos 2 voitures électriques, je suis beaucoup aussi tout ce qui est consommation. J'en avais parlé, j'avais fait aussi un article sur mon blog où en fait comme ça je peux faire des relevés d'informations, de relevés de consommation tous les mois. Ça me permet de calculer combien j'ai consommé ce mois-ci. Je reçois une notification avec les indices de compteur à relever et puis voilà. Donc voilà un petit peu les usages qu'on pourrait en avoir de cette consommation. Alors on peut se dire effectivement qu'on peut très bien se déplacer devant le compteur et relever le compteur à la main. Certes, mais en fait cette partie-là permet également comme tu as dit, c'est d'avoir des relevés un peu plus réguliers. On peut le faire journalier, on peut le faire heure par heure, minute par minute si on veut. On peut très bien mettre en face avec une formule de calcul le prix, en fait le coût réel que ça vous coûte jour par jour en termes d'électricité. Donc là aussi, si on veut à un moment donné éduquer ou comment dirais-je, j'ai perdu le mot, faire flipper, ouais c'est ça, c'était pas où chercher, mais faire flipper en disant oh putain ça coûte cher, on va tout éteindre, on va mettre le chauffage, on va mettre des pulls, mais ceci dit ouais ça peut éduquer un peu là-dessus par rapport à ça, au coût de l'électricité réelle, et puis également aussi un des intérêts aussi c'est d'avoir l'information heure pleine, heure creuse, lorsque vous êtes abonné à ce type de prestations, généralement c'est le cas sur beaucoup de foyers, et donc en fait lorsque vous passez d'heure pleine en heure creuse, à ce moment-là, dans des scénarios, de dire quand je passe en heure creuse, allume-moi mets-moi en route plutôt le lave-vaisselle ou le lave-linge, etc. Donc pouvoir domotiser entre guillemets les appareils électriques qui consomment un petit peu sur ces créneaux heure creuse de manière automatique, et ça c'est plutôt intéressant. Voilà. Et voire même, enfin, excuse-moi, je te laisse prendre le truc. Vas-y. C'est de dire, en heure creuse, vous avez juste une annonce vocale, on est passé en heure creuse. Et là, vous allumez votre vaisselle vous-même à la main. Mais au moins, vous savez, tant que vous n'avez pas l'info, vous n'y touchez pas, par exemple. On allume la friteuse, tout ce qui va bien. Alors, enfin, ça peut choquer, ce que tu dis là. Parce que certains ont des zones d'heure creuse fixes, on va dire. Comme moi, je crois que ça commence à 22h ou 23h jusqu'à 7h du matin. Bon, c'est assez simple, j'ai pas besoin d'avoir un rappel. Mais j'ai vu des zones où les heures creuses, t'en as 2h le matin, etc. Alors, quoi. Donc, il y a même autre chose. Hein. Moi, j'ai mes parents, je crois, ils ont même encore un autre système, je sais plus ce que c'est, où ils ont un espèce de petit boîtier dans la maison et qui leur dit, demain, on sera en rouge, demain on sera en bleu. C'est pas le JP ou t'as aussi enfin, il y a moins en moins le JP. Je sais plus. Mais en gros, ils ont pas voilà, tu peux pas te préparer, avoir des scénarios. Non, là, c'est des consommations journalières avec des abonnements moins chers. Mais par contre, les jours où t'es en rouge, ça te coûte 10 fois le prix normal. Mais juste une petite dernière parenthèse par rapport aux heures pleines, heures creuses. Moi, je suis en abonnement, donc heure pleine, heure creuse. Et c'est que les heures creuses le soir, donc à partir de 22h30 de mémoire. Et quand j'avais domotisé ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas heure fixe. Il y avait 10 à 15 minutes d'écart lorsque ça passait en heure creuse. Ouais. J'étais étonné. Donc c'était pas à 22h30, des fois c'était à 22h37, des fois à 22h23 ou des choses comme ça. J'étais étonné que le fait que ce soit pas, alors c'est très particulier chez moi, c'est en Picardie, mais blague à part, voilà, bref. Donc ça peut également avoir cet avantage-là plutôt que juste le relevé. Enfin, si on peut se dire effectivement pourquoi domotiser mon relevé si je peux le faire avec aller directement relever sur le compteur, quoi. C'était une précision par rapport à ça. Au niveau électrique également, on a d'autres choses pour vérifier sa consommation. Donc là, on va être un peu plus dans le détail. Ce sont les prises connectées. Alors, Julien. Donc pour ceux qui ont pas justement la chance d'avoir le compteur à côté du serveur domotique, c'est quand même souvent le cas. Même si on en reparlera après, il y a quand même une solution. C'est effectivement d'utiliser des prises connectés qui permettent d'allumer et d'éteindre bien sûr un appareil, mais aussi suivre la consommation. Alors, la plupart du temps, on parle des prises avec le protocole Z-Wave. Mm-hmm. Il y a d'autres prises type Wi-Fi qui le font, et ça permet aussi, toujours encore une fois, de bien gérer son électricité, sa consommation dans une, on va dire, une pratique éco-responsable, pas laisser la télé allumée alors que il y a personne dans la maison ou dans la pièce. Même en veille. On peut très bien couper les appareils en veille avec ce type de prise.
Exact, j'allais y venir, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est aussi, même un appareil en veille consomme beaucoup, consomme, entre guillemets, donc voilà, donc il y a pas mal de choses, on peut toujours faire de l'économie d'énergie via ça, via des prises connectées. Bon alors forcément, et on parle bien sûr d'économie d'énergie, on ne parle pas d'économie financière, oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Amortir une prise connectée, il va falloir qu'elle tourne quand même pas mal de temps. Ça c'est pas faux. Mais on pourra toujours justifier à Madame que effectivement on fait ça pour la planète. Exactement. Et non pas parce qu'on s'amuse à tout piloter. Donc l'avantage de ces prises-là, on en parle un petit peu après les cas d'usage, mais effectivement le prix, on va dire, est assez élevé. Donc la plus connue, c'est la Fibaro wall plug, de Z-Wave, qui peut aller jusqu'à 2500 watts. Aujourd'hui sur Amazon, vous la trouvez aux alentours de 54 € pièce, donc c'est effectivement à amortir, c'est un peu compliqué. Il existe des versions un peu moins chères sur AliExpress, c'est les Neo Coolcam qui sont uniquement à 1500 watts, et là on les a aux alentours de petite vingtaine d'euros, donc c'est 2 fois moins cher, ou 30 € sur Amazon si vous êtes pressé. Sauf que ces prises-là, par contre, n'ont pas la prise de terre. Donc en termes de sécurité, selon ce que vous avez branché dessus, très attention. Et enfin, on trouve énormément de prises Wi-Fi. Alors par exemple, j'ai sélectionné sur Amazon, il y avait 47 € les 4 prises, qui étaient donc 4 prises Wi-Fi qui font des 3300 watts, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, de ce que j'ai compris sur celle-là, il n'y a pas de relevé de consommation ni de retour d'état. En gros, ce sont des prises sur lesquelles vous allez dire j'allume, j'éteins, mais je ne saurais pas si elle est allumée, je ne saurais pas si combien elle consomme. Alors ça, c'est à creuser. J'ai pas réussi à trouver l'info, n'ayant pas de prise Wi-Fi moi-même. Je suis incapable de vous dire si c'est le cas ou pas. Parce qu'effectivement, si elles font du relevé de consommation et un retour d'état comme les prises Z-Wave, autant prendre du Wi-Fi 47 € les 4 plutôt qu'une prise Z-Wave qui est 54 € la prise toute seule. Pour 4 fois le prix, quoi. Par contre, les prises Wi-Fi, même s'il n'y a pas de retour d'état, ça peut être très intéressant pour justement couper les appareils en veille, justement, où là on s'en fout de la limite de la consommation électrique. Mais 47 € les 4, c'est déjà pas cher. Si elles font retour d'énergie, effectivement, c'est pas mal. Mais alors, moi, ce qui m'étonne, c'est les 3300 watts. Bah oui, ça paraît beaucoup, étonné aussi, ouais. C'est à moins que ce soit énorme. 3300 les 4. Ou... oui, d'accord. Non, elles sont annoncées dessus, donc j'ai mis le lien dessus. Elles sont annoncées, je retourne dessus en même temps. On va dire que j'ai encore rien préparé. Mais pour moi, c'était ça. Puissance maximale, 3300 watts. Mais c'est peut-être 3300 watts, les 4. 16 ampères. X 4, ouais, divisé par 4, quoi. Non, puissance maximale, non. C'est pas grave. Non, c'est confirmé. C'est la SP21 de chez Tekin. Tekin, je suis là. Bon, on s'en fout. Bref. Eh bien, c'est un achat de ma part. Je testerai pour vous, comme ça au moins si ça crame chez moi, je vous le dirai. Prochain épisode sur les plus que 2 avec Antoine, vous saurez qu'il a testé. T'as une maison en bois en plus. Pardon? Non, je dis à Julien que t'as une maison en bois en plus. Tout à fait. Comme ça, moi, c'est un test en réel, condition réelle. Sinon, en dehors de ces prises et puis de ce relevé de compteur qu'on va automatiser, il y a le compteur Linky. Ah, le Linky. Antoine. Attendez, je sors mon papier alu. Je me mets du papier alu sur la tête. Pour les jambes. Ouais, dans le Linky, moi je l'ai toujours pas en fait. Je suis un des seuls, je l'avais déjà dit, je crois en France, à réclamer mon Linky parce que je voulais, j'avais vu qu'on pouvait sans trop se prendre la tête domotiser ça facilement. Sur JDOM, il y a un plugin qui, en gros, vous reprenez, qui reprend vos loggings du site N10 sur lequel vous allez voir vos relevés de conso et tout. Alors je disais l'autre jour que c'était du temps réel. A priori, c'est pas du temps réel. Bon, alors j'ai pas pu tester moi-même vu que je suis pas équipé. Mais de ce que j'ai des infos que j'ai cherché, si j'ai bien compris, ça récupère des infos plusieurs fois dans la journée. Mais j'espérais moi avoir une info conso en temps réel. Justement, vous allumez un truc dans la maison, paf. Il y avait, j'espérais qu'il y ait moyen sur JDOM de voir vraiment le changement de conso, quoi, sans passer par ce qu'on disait avant des prises qui mesurent en temps réel la conso. Donc voilà, il y a moyen de faire ça. Alors je pense que je vais m'en passer et je pense que vous allez nous parler de trucs après. Non, même pas, on en a déjà parlé en plus, mais de petits boîtiers où on a moyen de se brancher. On va commencer par ça. Je pense que... Ouais.
Ouais, exactement. Je vais passer moi plutôt par ça parce que tant pis, je vais pas attendre d'avoir un Linky et puis il y a pas forcément d'intérêt forcément à ce que j'y passe si c'est juste pour ça, mais ouais, non. À tester dans JDOM s'il y a des utilisateurs Linky, des retours Linky qui en sont équipés. Ouais, des utilisateurs Linky. Ouais, des utilisateurs Linky qui utilisent justement via JDOM, via le plugin et tout là. Faites-moi un retour si c'est top, si ça fonctionne bien, si c'est vraiment si vous avez pas des valeurs qui arrivent 3 jours après. Enfin voilà, ça m'intéresse quand même de voir. JDOM ou d'autres systèmes. Enfin, voilà, si vous avez un système où vous récupérez les données Linky. Dans le cadre de la domotique, ça nous intéresse par rapport à ça. Alors, sur Home Assistant, je crois que il me semble que ça se fait aussi. Oui. Donc voilà. Home Assistant, on est à fond. Mais tu as raison, c'est pas tous les jours et on en reparlera aussi d'ailleurs avec Gaspard quand on parlera du gaz dans quelques minutes. Exactement. Alors si Antoine t'es intéressé par le Téléinfo, c'est une 30aine d'euros pour la version USB, sachant qu'apparemment il existe également des versions, on l'a pas précisé, des versions Wi-Fi. Si votre box est un peu plus loin que le compteur. Mais c'est plus cher. Alors il y a Wi-Fi, il y a aussi RF 433. Aussi, ouais. C'est-à-dire que tu peux rebalancer si vous disposez d'un RFX.com ou d'un je vais pas y arriver, le Parrot RF-Link, pardon, excusez-moi. Vous pouvez récupérer le signal en mode radio plutôt directement. Donc c'est pas mal. Encore une fois, si vous n'avez pas la box à côté de votre compteur, votre serveur, votre compteur. Exactement. On a écrit un petit cas d'usage dont on n'a pas parlé pour l'électricité, le délestage. Oui. Ouais. Mais même après. Alors, qui a cette expérience? Non, je l'ai. Enfin, moi, je l'ai eu. Je l'ai eu. Pas par la domotique, mais je connais le fonctionnement. Et je trouvais ça plutôt chiant, nous, dans une maison de vacances où quand on arrive, on met tout en route et que le ballon d'eau chaude se remet à chauffer, que les chauffages, on chauffe tout parce que la maison est froide et tout se coupe parce que justement le délestage se met en route. Donc voilà, ça m'intéresse justement si toi tu l'utilises. Alors non, moi j'ai pas le souci de délestage, je le mets pas en place parce qu'en plus moi j'ai dû augmenter mon abonnement quasiment au maximal. Alors pour pouvoir charger mes voitures. Mais quand j'ai installé le module Téléinfo, l'idée pour moi c'était de faire du délestage parce que j'ai eu 2-3 surprises où effectivement ça disjonctait à certains pics. En fait, c'était un appareil qui était en défaut. Donc finalement, j'en ai pas eu si besoin que ça. Quoique dernièrement aussi, l'hiver dernier, je me suis rendu compte que j'avais des consommations d'électricité, puisque pour ceux qui ne savent pas, j'ai des rigs de minage de crypto-monnaies qui consomment pas mal. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, si j'avais le chauffage qui chauffait plus les rigs de minage, plus le ballon d'eau chaude et qu'à ce moment-là le four était allumé, par exemple, ou des plaques de cuisson à induction, ça passait pas. Donc j'ai eu le cas que 2 fois. J'ai pas été plus loin, mais je pense que quand on arrive bientôt sur l'hiver, si ça se remet en place, je le ferai. Donc l'idée, c'est quoi du délestage? C'est de se dire qu'à un moment donné, mon capteur de mon relevé de consommation va s'apercevoir que je suis en train de faire un sacré pic de consommation et que le compteur ou disjoncteur ne va pas passer. Donc il va me le mettre en sécurité, qu'il va tout couper. Donc plutôt que de tout couper, on va dire si jamais t'arrives à tel pic, tu me coupes par défaut tel appareil ou tel appareil. Et après tu me le notifies bien évidemment. Ou alors quand le deuxième tel appareil a été coupé ou le pic redescend, tu le rallumes de manière justement à pouvoir un peu lisser les pointes de consommation électrique. Alors bien évidemment, si vous allumez votre four à ce moment-là, c'est pas le four qu'il faudra délester parce que sinon vous allez manger froid. Voilà, mais par exemple le ballon d'eau chaude qui se met en route à 22h à 22h, est-ce que vous en avez besoin à 22h30? Je suis pas certain. Donc celui-là il peut se décaler par exemple. Donc c'est un exemple de délestage ou également des chauffages électriques. Si votre maison est froide, vous faites chauffer votre maison en chauffage électrique, il y a peut-être des pièces que vous pouvez chauffer un peu en décalé si les portes sont fermées. Par exemple, le bureau ou une chambre, par exemple, puisque les chambres, quand c'est frais, il n'y a pas besoin de faire chauffer la chambre au même moment que le salon ou la salle à manger. C'est le principe du délestage. Je l'ai pas, donc j'ai pas été jusqu'au bout, mais c'était le but au départ quand j'ai mis ce module-là, je vous dis, c'était le but pour moi, c'était de pouvoir à un moment donné pouvoir faire ça, puis finalement je n'ai pas eu si besoin que ça, mais je ne m'interdis pas en avoir besoin d'ici cet hiver. Alors moi, pendant le CES, j'ai eu une belle démo de Netatmo Legrand,
puisqu'ils se sont mis ensemble pour faire justement des modules comme ça domotique, et ils avaient fait tout cet exemple de délestage puisqu'ils avaient prévu. Et effectivement, ça marchait super bien. Enfin, on voyait tout en interactif. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, vous l'avez encore dans mes vidéos YouTube du CES où on voit ça. Donc, en plus, c'est quelque chose qui peut être mis en place très très simplement avec Netatmo Legrand. C'est pour ça que tu parlais des chaînes YouTube. Je plaisante. Oui. C'était facile. Non, je plaisante. Ok. Sinon, au niveau également des cas d'usage, des scénarios, etc. Alors, il y a effectivement le compteur dont on vient de parler, mais il y a également les prises connectées dont on vous a touché deux mots tout à l'heure. Avec ça, on peut également on peut les intégrer dans des scénarios. Et là, il y a pas mal de cas d'usage. Par exemple, vas-y, Julien. Alors, donc, on a parlé effectivement de mettre d'arrêter complètement et pas de laisser en veille les appareils pour gagner en électricité. Sauf qu'il y a certains appareils, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut complètement les arrêter alors qu'ils restent en veille. C'est tout simplement les machines à laver, les lave-linges et les sèche-linges, parce que les sèche-linges, on lance le cycle et puis après elles restent allumées. Et en fait, quand on branche une prise avec consommation d'électricité, on voit que une machine à laver ou un sèche-linge, ils ont des cycles très très spécifiques qui se reproduisent à l'identique, et donc on sait si en fait le cycle de lavage de linge ou de séchage de linge sont terminés, donc ça vous permettrait effectivement de vous notifier si vous êtes encore là, voire même à la fin de dire bah non, stop, fini, le cycle est terminé, c'est terminé, je coupe. Et voilà, donc ça c'est un cas aussi qui est très facile à mettre en place, bon, qui demande du temps parce que comme je vous dis, il faut d'abord analyser le cycle, la consommation électrique du cycle, donc il faut faire plusieurs cycles pour repérer justement les points de hausse de consommation, etc., quoi. Mais moi je vous fais ça en une journée, hein. Vu le nombre de machines à laver qu'on fait. Parce que si tu fais dès le départ et que tu coupes pendant le lavage, je pense que ça va pas plaire. Ouais. Mais petit aparté, moi j'ai une machine à laver, un sèche-linge en fin de vie. Si quelqu'un connaît un petit peu, quitte à me rééquiper bientôt, je me rééquiperai bien d'une machine et d'un sèche-linge éventuellement connecté, ou enfin j'ai regardé vite fait, mais c'est bidon, hein. Moi ce que j'ai vu, les trucs, est-ce qu'il y a un intérêt on parle des prises connectées. Si c'est une prise connectée, tu peux domotiser ça, mais et voilà. il fait une annonce. C'est pour ça que je viens. C'est pour ça que je viens là-dessus, parce que est-ce que c'est un réel intérêt si des gens en sont équipés? Moi, de ce que j'ai cherché, j'ai pas vu vraiment d'intérêt spécifique, si ce n'est avoir une notification sur votre smartphone qui vous dit ça y est, la machine est terminée. Ou un tweet. Est-ce que ou une photo Instagram de ton linge propre. Ouais, c'est ça. Ok. Pareil dans les scénarios aussi avec les prises, les prises connectées. Moi, j'ai déjà parlé, je crois, dans un précédent épisode. Moi, j'utilise ça aujourd'hui dans le cadre de ma gestion avec ma télé et ma PS4. J'ai une télé qui est une vieille télé, une télé. Bon, c'est un écran plat quand même. Plasma, donc qui est absolument pas connecté, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, rien du tout. Et la PS4, en fait, ce que je veux, c'est que lorsque j'allume la PS4, ça m'allume la télé sur le bon canal HDMI. Puisque également. Ah, t'as même pas de HDMI CEC? Si, j'ai HDMI CEC qui est branché sur l'Apple TV. Donc quand j'allume l'Apple TV, ça m'allume ma TV sur l'HDMI 1, donc il y a pas de souci. Par contre, lorsque j'ai ma PS4, je veux que ça m'allume la télé sur l'HDMI 2. Et là, l'HDMI 2, il est pas CEC. Donc en fait, mon scénario, c'est de dire, j'ai une prise connectée qui est sur la PS4. Lorsque elle arrive à une certaine consommation, parce qu'elle est en veille, enfin c'est pas bien, je la laisse en veille. Lorsqu'elle est en veille, donc j'allume avec la télécommande, avec la manette, pardon. Donc je suis dans le canapé, j'allume avec le machin, je vais y arriver. Avec la manette de la PS4, ça m'allume la PS4. Là, à ce moment-là, ça me dit tiens, ça consomme tant. Donc j'ai un petit boîtier infrarouge qui est le Broadlink RM Mini. C'est un tout petit truc boîtier, on dirait un tout petit rond de un peu un home. Un HomePod miniature. Exactement, HomePod miniature. Ouais. Et donc, je l'ai paramétré pour que ça commande la télé en termes de, ça remplace la télécommande infrarouge de la télé, tout simplement. Et donc, ça m'allume la télé, ça me met après en HDMI 2, et je peux jouer à la PS4. Et lorsque j'éteins la PS4, ça me remet en HDMI 1 et ça m'éteint la télé.
Donc en fait, ça c'est grâce à la prise connectée qui va me dire quand est-ce que je dois allumer ou éteindre cette télé et jouer avec les différents modes HDMI. En gros, le petit module là, Broadlink, tu lui enregistres en gros des séquences de ce que tu ferais réellement. Exactement. Et tu peux me faire de la temporisation. Parce que quand tu allumes ta télé, tout de suite tu peux mettre. Si tu fais le temps allumer et mettre HDMI, tout de suite ça passera pas. Il y a un temps de latence, les télé, temps que ça s'allume, donc tu peux. Le Broadlink, c'est aussi compatible avec plusieurs plateformes domotiques où là carrément tu apprends commande par commande et après l'enchaînement de tes commandes tu le fais directement avec ton système domotique. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait moi. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu l'avais fait directement dans l'application. Parce que dans l'application Broadlink, tu peux aussi être totalement en standalone. Exactement, tu fais avec l'application, donc ça, tu ranges des trucs. Non, je l'ai fait avec, en fait, dans JDOM en l'occurrence. Mais effectivement, j'ai fait ça. Et ce module infrarouge, vous pouvez commander également des clims, j'ai vu. Enfin, tout ce qui est avec télécommande infrarouge, en fait, vous pouvez faire muse avec ça. C'est hyper bien, ce petit. Et ça coûte 20 balles. Mitonio. Ça coûte 20 balles. Et prochain scénario que je dois faire aussi, que je veux faire, c'est la gestion de Sonos. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des enceintes Sonos, donc la BIM qui est sous la télé à la barre de son. Et également, j'en ai 2 qui sont derrière le canapé. Donc quand je regarde la télé, donc ça fait l'équivalent d'un 5.1, on va dire. Et j'ai également une dernière qui se trouve dans la cuisine, une Play 3. Et en fait, ce que je veux, c'est que lorsque j'allume la télé, la Play 3 ne fonctionne pas, parce que sinon ça fait une sorte d'écho dans la cuisine. Par contre, lorsque la télé est éteinte, je voudrais que ça me l'allume pour que lorsque j'écoute de la musique, j'ai bien toutes les enceintes qui fonctionnent en même temps. Donc ça, c'est mon prochain scénario qui est au programme, que je dois faire depuis un moment, que je reporte à chaque fois. Mais pareil aussi, je vais pouvoir gérer ça uniquement avec le fait que détecter si la télé est allumée ou éteinte, donc à travers une prise qui mesure la consommation électrique. Juste petit conseil, je pense que tu peux le faire plus simplement parce que dans une intégration, alors je dis DOM ou autre encore, tu peux dissocier tes appareils. Donc la Play 3, quand ta télé est allumée, tu la dissocies de ton groupe. Oui, mais comment il faut qu'il puisse savoir que ma TV est allumée. Ah oui, donc tu as besoin de la prise. Je pensais que tu voulais éteindre mettre une prise connectée sur le Sonos Non, pardon, Play je me suis mal exprimé. Non, l'éteindre. Non, c'est la prise c'est en fait c'est avoir l'information que la TV est allumée pour pouvoir gérer l'activation ou pas de la Sonos la Play 3 qui est dans la cuisine. Voilà. Et donc grâce à ces prises-là que je peux faire ça, puisque la télé, j'ai aucune autre information, aucun autre moyen de savoir si la télé est allumée, puisqu'elle n'est pas connectée, il n'y a rien d'autre, quoi. Ok. Voilà. Quoi d'autre ? Un autre petit cas d'usage avec les prises connectées mesurant l'électricité. Moi, je suis toujours dans les appareils ménagers. C'est la surveillance d'un bon fonctionnement d'un appareil. Le frigo, le congélateur, l'adoucisseur d'eau, etc. Ça, déjà, pourquoi savoir si ça fonctionne alors ? Il y a le cas où on laisse la porte du frigo ou du congélateur ouvert, mal fermé, etc. Donc, ça va pomper à essayer de refroidir tout le temps. Ça va faire une hausse de consommation. Donc ça, on sait le mesurer. Après, il y a le deuxième cas où on a eu une coupure d'électricité. Alors, il y a peut-être juste une ligne qui a sauté dans votre tableau. Donc, malheureusement, c'est celui du frigo. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais la prise, dans ce cas-là, elle est plus alimentée. C'est ce que j'allais te dire. C'est vrai. On peut quand même détecter le fait qu'elle ne soit plus disponible. Donc, si la prise n'est plus connectée, entre guillemets, sur le réseau Z-Wave, Wi-Fi, etc., là, déjà, il y a peut-être un souci. Mais il faut savoir, c'était chez AOTech, si je dis pas de bêtises, ils avaient une prise Z-Wave qui, même si elle avait été déconnectée électriquement, elle avait gardé assez d'électricité pour envoyer un message, entre guillemets, de secours. En disant, c'est bien ça. Au revoir. Je ne savais pas qu'il y avait cette fonction-là pour certaines prises. Ouais, si, mais pas toutes, hein. Justement, je crois qu'il y en avait, il y a une marque qui faisait ça. Mais voilà, enfin, en tout cas, le fait d'avoir un congélateur avec une porte mal fermée, ça, j'ai encore expérimenté ça et ça m'a bien énervé. Voilà, donc ce genre de choses, encore une fois, tout ça pour économiser un peu plus d'électricité. Mais Antoine, c'est pas toi qui as une solution pour les portes de congélateur, justement ? Bah, j'ai mis, moi, tout simplement un petit capteur Xiaomi à 7 balles, là. Qui est collé sur la porte et puis ça fonctionne. Si ça reste ouvert plus d'une minute, la porte du congélo. Mais si elle est mal fermée.
Si ça marche quand même si elle Ah est oui, ouverte, effectivement, si- un petit peu. Bah, de la manière que je l'ai mis, oui, normalement. Ah ouais. oui, d'accord. Ok. Bon, par contre, ta panne de tester courant, de tu l'as, façon, tu- enfin, le Dijon. Ah, par contre, non, panne de courant, effectivement. Mais là, pour le coup, le petit capteur fonctionne bien. Bon, au bout d'une minute, comme je disais, ça se met à gueuler sur la centrale Xiaomi. L'alarme. Et ça gueule tellement bien que les gamins ont même peur maintenant d'aller se servir dans le congélo parce qu'ils se disent ils ont peur que ça sonne. Donc voilà, j'ai même plus de Je soucis vais avec mettre ça sur mon frigo, comme ça je vais perdre des kilos. C'est pas mal. Bon, bref, donc vous voyez, il y a plein de solutions possibles par rapport à ça, en termes de solutions pour surveiller un frigo ou un congélateur, par exemple. Sinon, après, également dans les énergies, il y a un truc qui consomme beaucoup dans une maison, pour ceux qui sont en électrique, c'est le ballon d'eau chaude, le fameux ballon d'eau chaude. Donc aujourd'hui, le ballon d'eau chaude, il fait quoi? Il va se mettre en route au moment de l'heure creuse et se couper au moment de l'heure pleine. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Sauf que votre ballon, je prends mon exemple, à 22h30, je passe en heure creuse, le ballon se met à chauffer. À 2h ou peut-être 3h du matin, et ben, il est à température, il se coupe. Et puis comme il y a un peu de perte de chaleur, et ben, il va de nouveau se remettre à chauffer vers 5h ou 6h du matin pour après s'arrêter. Donc il chauffe, il s'arrête, alors que j'ai pas consommé plus d'eau que ça. Il y a possibilité de domotiser son ballon d'eau chaude avec deux choses. Donc une sonde, alors évitez quand même les prises électriques, comme on vous a parlé tout à l'heure sur un ballon d'eau chaude, c'est pas recommandé. Oh, ouais, non. Il vaut mieux un vrai, Surtout il pas. vaut mieux un vrai connecteur, un vrai contacteur d'électricité là-dessus. Et puis vous couplez ça avec une sonde. Vous allez pouvoir gérer en fait votre ballon d'eau chaude par rapport aux températures personnalisées. Alors j'ai mis dans les notes de l'émission, dans les notes de l'émission, pas de la maison, vous verrez, il y a, c'est sur le site Toute la domotique, le forum. Il y a plusieurs exemples, des gens qui échangent là-dessus. Et l'idée, donc, en fait, c'est que vous allez pouvoir gérer, par exemple, votre température de ballon d'eau chaude. Vous savez que vous avez besoin de 55, vous voulez mettre votre ballon d'eau chaude à 60 degrés. Et vous savez que votre ballon est il est à 30 degrés. Et donc, il y a un temps de chauffe de 30 degrés à 60 degrés qui va être de temps. Pareil, il faut faire des calculs. Ben, rien ne vous empêche de dire, dans ce cas-là, si je veux que mon ballon soit à 60 degrés à 6 heures du matin, lorsque je repasse en heure pleine, je n'ai pas besoin de le mettre en marche dès 22h30, mais je peux le mettre très bien à 2h ou 3h du matin, ce qui fait que je vais moins consommer. J'ai pas besoin de le faire chauffer toute la nuit avec de la perte énergétique. De même, dans les exemples qui étaient donnés, c'était aussi de dire, la semaine, le matin, il y a juste 2 douches à prendre, puisqu'on n'est pas nombreux dans la maison, donc mon ballon, je vais juste le monter à 45 ou 50 degrés dans la semaine. Par contre, le week-end, on va prendre plutôt des bains, des choses comme ça, donc on aura besoin de plus d'eau chaude, et donc le week-end, je vais avoir une consigne d'eau chaude beaucoup plus élevée que la semaine. Donc vous allez pouvoir un peu plus cibler votre consommation électrique de ballon d'eau chaude par rapport à vos besoins. Et je trouvais ça plutôt intéressant, et j'ai un truc sur lequel je vais me pencher également. Alors ça, je vais rajouter aussi un produit qui a été présenté au CES par les Français Deltador. Le produit, le nom de code à l'époque, c'était pas définitif, c'était Onsen, qui justement permettait de domotiser un ballon d'eau chaude et de gérer, comme tu le dis, c'est-à-dire apprendre des habitudes, comme le fait maintenant nos thermostats de chauffage, les habitudes de consommation d'eau chaude pour justement s'adapter de manière automatique alors. Donc ça, c'est de manière automatique. Et c'est quel protocole? Ah ouais, Deltador, c'est un protocole qui est... Alors non, parce que c'est un produit qui reste autonome, donc il t'aura pas, ça reste en Wi-Fi, etc. Comme un thermostat en fait de chaudière, tu pourras l'implémenter sur tout. Enfin, c'est ce qu'ils avaient annoncé en janvier sur ce produit-là. Très bien. Donc à suivre par rapport à ça. On regardera si ça existe ou pas. Enfin, si ça existe, pardon. Non, ça existe, mais si c'est sorti. Éventuellement, je me pencherai sur la question aussi, voir si... Non, c'est pas sorti. Ah d'accord, ok, d'accord. Je pense que c'est déjà une bonne transition. On n'arrête pas de parler d'eau, de ballon, d'eau chaude. Donc après... Je vais prendre ma Ouais, douche, mais maintenant, on va peut-être passer à l'eau. Ouais, mais... Non, on va finir. L'eau. Aussi, après l'électricité dans la maison, on a besoin d'eau aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau en termes de domotique ou de maison connectée? Alors, première chose, comme l'électricité, c'est déjà mesurer sa consommation d'eau. Alors, bien sûr, on n'a pas de compteur pour l'instant d'eau connectée, sauf erreur, ça n'existe pas encore.
Mais moi, j'ai un petit retour puisque j'en avais déjà parlé. Moi, j'ai installé un compteur Gioanola. Pardon, désolé pour la prononciation, mais c'est un Granola. Gioanola. Donc, c'est un compteur à impulsion que j'ai acheté chez Domadou. Donc, c'est-à-dire que il y a un petit capteur sur le compteur avec un fil et chaque litre qui passe dans ce compteur. Alors pour info, c'est un compteur qui est compatible eau chaude et eau froide, par exemple. Encore une fois, on met des liens dans le document, sur le site. Donc chaque impulsion dit, voilà, c'est une consommation d'un litre. Donc après, on peut relier ça à n'importe quel appareil qui va pouvoir compter des impulsions, donc du contact sec. Moi, personnellement, j'avais un IPX800 qui fait très bien le taf, donc j'ai mis ça. Chez GCE, il y a aussi des modules de suivi de consommation EcoDevice. Alors, EcoDevice permet d'ailleurs de suivre de l'électricité, de l'eau, même du gaz si vous voulez, donc vous pouvez tout faire en main. Après, si vous voulez le faire aussi à pas cher, n'importe quel contacteur de porte qui accepte une entrée filaire, comme les Fibaro, alors je crois qu'ils ont arrêté, mais les Fibaro, on pouvait brancher des choses pour compter les impulsions. Mais ils avaient un Z-Wave, ils avaient un capteur Z-Wave sec tout court, hein, de mémoire. Ouais. C'était le capteur de porte qu'on pouvait utiliser. Ouais, mais ils avaient même aussi, ils ont même sorti un truc spécifique où c'est un capteur sec, tu peux justement le mettre sur ce que tu veux. Oui, mais après, il faut quand même l'alimenter. Oui, après, sur l'alimentation électrique. Le micro-module. Oui. Le micro-module, effectivement, tu peux aussi l'utiliser, par exemple, pour faire ça. Donc, là, on a sa consommation qui va pouvoir remonter dans votre système domotique. Alors, pourquoi faire? Juste pour ma culture, ça fonctionne comment mécaniquement? Chaque litre, comment il te compte ton impulsion? Alors, je crois que t'as une sorte de petite roue qui tourne. Ouais, c'est ça. À l'intérieur. Donc c'est fiable, quoi. Je veux dire, il me semblait avoir lu un truc comme quoi il y avait des fois des impulsions en gros, il loupait des impulsions. Alors, j'ai lu, je crois avoir lu au détour d'un blog ou d'un forum, je sais plus. C'est effectivement, moi j'ai fait le test justement pour mesurer. J'arrive à 5-10% de marge d'erreur. Ah ouais. Ouais, donc tu vois, il me semblait bien avoir vu ça. J'ai pris un seau de 5 litres. J'ai pris plusieurs seaux de 5 litres. J'ai rempli mes seaux pour justement dire combien tu m'as compté d'impulsion. Et eau chaude ou eau froide? C'est peut-être qu'il y a aussi un mitigé. Alors c'est eau froide, moi, c'est sur mon circuit d'eau froide. Donc c'est vraiment à l'arrivée de tout, à l'arrivée de mon adoucisseur. Donc ce sera pas aussi précis qu'un compteur électrique où là t'as vraiment la donnée. Ah oui, non, c'est pas digital, hein. Je pense que ça reste analogique. Du comptage analogique. Donc oui, je disais pourquoi faire ça? Alors bien sûr, il y a plusieurs raisons. Si vous voulez suivre encore votre consommation pour vous challenger sur consommer moins d'eau. Il y a une autre chose aussi que moi j'utilise, c'est des alertes de consommation. Notamment, ça va vous permettre de vous alerter en cas de surconsommation ou de consommation d'eau pendant que vous êtes absent. Par exemple, une fuite d'eau. Tout à fait, ouais. Alors, cet été, j'ai acheté une petite piscine, j'ai commencé à remplir. Même si j'avais rempli avec la citerne d'eau, j'ai vidé la citerne d'eau, donc j'ai dû remettre un peu d'eau dans la citerne d'eau de pluie. Tout de suite j'ai eu des alertes, attention, fuite d'eau, vous avez perdu autant de litres dans la dernière heure, etc. Donc voilà, on peut dire on peut partir entre guillemets en toute sécurité et être quand même informé si tout d'un coup il y a une fuite d'eau. Moi j'avais aussi, je vous en avais je crois déjà parlé, c'est un petit scénario où j'en avais marre que dans un certain créneau horaire les douches sont à rallonge. C'est ce que j'ai. Et donc pendant ce petit créneau là je dis si je consomme plus que autant d'eau, c'est l'heure de la douche. Je corrèle ça, bien sûr, avec les détecteurs de présence dans la salle de bain, etc. Et au bout d'un moment, je mets des messages d'alerte sur les enceintes Sonos ou Google Home. Et puis, au bout d'un moment, je coupe la lumière. Je coupe l'eau chaude. Ouais, non, tant que je ne... je pourrais même couper directement l'eau. Même. Ouais, mais l'eau chaude, moi, c'était l'eau chaude que je voulais faire à une époque. C'était... Bon, maintenant, j'ai plus besoin, mais...
Il faut mettre une Mais vanne. c'était l'idée, ouais. Avec une électrovanne, tu commences à réduire le truc, tu coupes, attention, il te reste 30 secondes d'eau chaude, attention, il te reste 15 secondes d'eau chaude. Voilà, donc ça c'est un petit peu les usages si on mesure l'eau, hein, le challenge, l'économie, l'économie. Ouais, c'est vraiment également le suivi des microfuites, enfin des fuites. Et la sécurité. Ouais, sécurité, etc. On peut se rendre compte qu'à un moment donné, parce que de l'eau, généralement, on a une consommation qui est assez linéaire, hors piscine, hors bain du week-end ou des choses particulières, mais théoriquement, c'est assez, notamment la journée quand on n'est pas là. C'est là où c'est intéressant. Vous partez le matin, vous revenez le soir. Théoriquement, en consommation d'eau, c'est censé être, sauf truc particulier, être à zéro, quoi. Ouais. C'est ça. Sauf si le chat prend une douche. C'est pour ça. Pendant votre C'est en absence, théorie, ouais. Et puis si, faut pas qu'il dépasse un certain temps, sinon il est à l'eau froide. Alors, tu viens de le mentionner sur l'électrovanne. Effectivement, c'est un bon complément à ce genre de choses-là. Alors que c'est une électrovanne gaz ou eau, c'est pouvoir actionner une vanne pour couper si tout d'un coup il y a une détection de fuite d'eau, etc. Quoi. Ça, c'est encore le must si on veut se sécuriser en cas d'absence. Donc l'électrovanne, c'est en fait un robinet qui va être électrifié entre guillemets et qui va se fermer de manière avec une commande électrique qui va dire tu ouvres et tu fermes comme un interrupteur. Et donc ça, en fait, il n'y a pas d'électrovanne domotisée à ma connaissance. Par contre, on peut domotiser une électrovanne en rajoutant par exemple un module de Z-Wave. Donc là, j'ai mis aussi un petit lien dans les liens si ça vous intéresse. Il y aura peut-être d'autres solutions pour le faire aussi. Mais ça peut être intéressant effectivement. La journée, vous décidez de couper l'eau de vos toilettes, comme ça vous êtes sûr qu'il y aura pas de fuite quoi qu'il arrive avec le calcaire ou je ne sais quoi. Bon, là aussi, calculez bien quand même votre retour sur investissement. Ça se fait de plus en plus, hein, les électrovannes toilettes domotiques. Hein. Ah, domotique? Non, déjà fait. Ah, excuse-moi. Bon. Il y en a déjà de disponibles et puis au CES, ils en ont déjà présenté aussi beaucoup. Oui, je crois que tu nous en as parlé déjà. Mais j'avais pas écouté. Dans un précédent épisode. Et on va dire robotiser, pas électrifier une électrovanne, parce que si tu mets de l'électricité... Oui, mais bon, ça marche quand même à l'électricité. Enfin, c'est l'énergie, faut bien que ça aille chercher de l'énergie quelque part. Et donc après, vous pouvez également couper, si vous avez des robinets extérieurs type arrosage du jardin, vous pouvez très bien dire je coupe le robinet avec une électrovanne pour éviter que soit d'avoir une fuite, soit que quelqu'un vienne se servir si vous avez un jardin qui a pignon sur rue par exemple. C'est des cas comme ça. Ou alors aussi par rapport à la météo, si jamais ça commence à geler. À ce propos, on fera un jour un épisode sur tout ce qui est arrosage automatique, domotisé et autres. Ouais, mais pas pour l'hiver. Effectivement. Alors c'est vrai que c'est dommage. Effectivement, c'est plus trop la saison, mais moi c'est un projet pour le début, un peu avant l'été prochain, j'espère. Donc je pense qu'on vous en reparlera d'ici là. Il me semble que toi aussi, Julien, t'avais des choses à ce sujet. Oui, moi j'ai le jardin qui est en arrosage automatique. Je m'étais fait chier à faire des tranchées de malade et j'ai dû changer d'ailleurs ma centrale de gestion d'arrosage qui était une Green IQ et pour passer chez un Américain, chez Beehive le modèle Beehive de chez Orbit qui marche très bien, compatible HomeKit. Et donc par rapport à ça, vous avez une citerne d'eau de pluie alors? Vous faites avec l'eau de ville? Alors, moi j'ai une citerne d'eau de pluie, donc j'ai 10 000 litres de citerne d'eau de pluie. Et effectivement, un projet que j'ai depuis longtemps, c'est de mesurer le niveau d'eau avec un ultrason. Alors, on trouve beaucoup ce genre de choses-là, notamment sur le blog Domoblog le blog d'Aurélien. Qui avait utilisé une sonde ultrason avec un Raspberry. C'est un peu standard. On peut utiliser aussi plein d'autres choses comme des Wemos D1 et tout. Moi, le seul problème, c'est l'électricité, quoi. Il faut amener au minimum un truc électrique là-dessus, quoi. Donc, quand c'est dans le jardin, c'est un peu compliqué. Avec du solaire? Ouais, mais tu disais que t'avais déjà creusé des tranchées, t'en recreuseras une. Amener de l'électricité. Je vais pas dire ça à ma femme. Ma femme m'a tué pendant je sais pas combien de temps parce que les tranchées sont en partie restées ouvertes pendant très longtemps. Faut que ça aère, hein. C'est important que ça prenne la... Non, mais ceci dit, ça a l'air d'être un système assez simple, hein, simple à mettre en place, a priori.
Effectivement, là, le petit capteur par ultrason, là, branché à un Raspberry ou une carte Wimos, là. Effectivement, je me suis documenté un peu là-dessus parce que je suis un peu dans le même besoin où j'aimerais sur une citerne de récupération d'eau de pluie mesurer le Vous en niveau, faites quoi après de ce niveau? Nous sert à... Une fois, alors c'est une question, c'est pas une question piège, mais une fois que tu sais que que ton niveau est à 50%, 80% ou... c'est surtout pour fermer, ouvrir, enfin, même si t'as un système de trop plein, mais ça permet justement de contrôler si t'as encore de l'eau ou pas. Moi, par exemple, je m'en sers pour donner à boire au poulailler, donc c'est à peu près ce genre de cas d'usage, quoi. Bon, après, j'aimerais aller plus loin. Moi, ce que j'aimerais, mais là ça rigole plus. C'est ce que j'aimerais carrément, c'est avoir un système en gros de trop plein et justement qui bascule ou un système automatique qui bascule justement et qui en permanence donne de l'eau du côté du poulailler, quoi. Et ça, j'avais vu passer un article là-dessus, quelqu'un qui avait fait ça et justement qui avait un retour d'état. Il y a des choses faisables là-dessus aussi, quoi. Alors moi dans mon cas, je suis obligé de suivre, alors, même si j'ai quand même pas mal d'eau, c'est que je peux pas, j'alimente mes toilettes et mes machines à laver, et l'arrosage extérieur avec la citerne de pluie, et je peux pas les passer sur l'arrosage, sur l'eau de ville. Donc moi, si ma citerne elle est vide, il faut que je remplisse avec de l'eau de ville. J'ai un système pour remplir avec l'eau de ville la citerne. Donc, voilà, donc l'idée pour toi, c'est de faire une sorte de délestage à l'inverse pour l'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il ne me reste plus que 20% de ma citerne, je mets pas en route mon arrosage extérieur et je privilégie mes toilettes. Déjà. Tout à fait. Voilà. Exact. Oui, effectivement, là, toi, c'est vraiment, moi, c'est vraiment du confort, quoi. Si je veux mesurer le niveau de ma cuve, qui est une petite cuve, c'est pas au même point que toi, mais. Très honnêtement, cet été, alors certes, je l'ai utilisé pour remplir une toute petite piscine, mais ça a été chaud. On n'a pas eu beaucoup de pluie. Moi, je regardais quand même ma citerne. C'était très sec cet été. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas enregistré de Tech Café Domotique, parce qu'il faisait trop sec. Trop sec. Et elle est enterrée, ta cuve? Oui, elle est enterrée. Ouais. Ouais, tu peux y accéder facilement, parce que je regardais par contre pour mettre un système de capteur. J'ai une trappe en béton. Une trappe en béton. C'est tout. Donc en plus c'est pour ça que mon truc, le capteur ultrason, en fait il faudrait que je le fixe à la trappe en béton et ça va faire un câble qui sort et tout. Va falloir que j'isole ça. Ça va être c'est pas depuis hier que je réfléchis. Puis il faut que tes ultrasons en plus. Je veux dire, ça mesure de haut en bas, quoi. Je veux dire, si ta cuve est de travers. Non, mais c'est difficile à expliquer à l'oral, mais non, si mais la cuve elle est pas de travers, c'est une cuve en béton qui est dans le sol. Oui, je veux dire, si tu mets ton capteur en haut, tu peux aller taper jusqu'au fond avec des ultrasons, quoi. Et une fois que t'as le volume de ta citerne, effectivement, tu fais pas le calcul. Ok, donc on a fait l'électricité, on a fait l'eau, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le gaz, bien sûr. Alors le gaz. Moi j'ai pas de gaz, donc là-dessus je peux. J'ai pas de gaz à la maison. donc je passe sur le sujet. Julien, toi tu as un compteur gaz de ce que je. Alors oui, effectivement, moi j'ai le gaz, mais le problème c'est que mon compteur gaz il est en façade de rue. Il y a j'ai 20 mètres par rapport à ma box domotique, donc 20 mètres, même plus que ça. Donc pas moyen de brancher même le téléinfo, etc. Ça existe pour info. On peut se brancher façon un peu téléinfo sur les compteurs gaz pour récupérer la consommation. Donc voilà, j'étais un peu coincé et puis dernièrement, Eurocom est venu m'installer le nouveau compteur Gaspard. Beau jeu de mots, Gaspard. Alors, j'ai cherché parce qu'ils me l'ont installé vendredi, donc c'est-à-dire il y a 6 jours. Nous, on est à la pointe de l'actualité, nous. On s'investit totalement sur le podcast. C'est pour ça qu'on a attendu tellement longtemps. En fait, c'est à cause de Gaspard. Que Julien ait son compteur de gaz. J'ai cherché. Il n'y a pas grand-chose en tout intégré.
Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un petit script Python qui va se connecter. Alors, faut l'installer sur un Raspberry avec Firefox. En plus. Parce que ce petit script Python, il va se connecter sur l'interface de GRDF pour aller télécharger le fichier Excel que GRDF met à disposition avec les relevés quotidiens. Donc, pour ensuite regarder le fichier Excel et charger les données. Donc, vous avez compris que GRDF ne donne pas d'API sur Gaspard. Vous n'avez qu'une consommation quotidienne du gaz et que bon, c'est la merde. Hein, clairement, je vais vraiment m'y mettre parce que forcément j'ai envie de le faire parce que maintenant je peux le faire, donc je veux le faire. Mais bon, ça va pas être simple. Ça va pas être simple cette histoire. Mais j'en ai pas parlé avant moi, mais je reviens rapidement sur les compteurs d'eau, parce que moi j'ai aussi un compteur d'eau assez récent là qu'on vient de m'installer, qui est pas évidemment connecté, mais qui pareil fait de la téléinfo. Et de ce que j'ai vu apparemment par rapport à la marque du truc, c'est un DIEHL, DIEHL. T'as un espèce de un petit module embarqué qui fait donc pour le relever en téléinfo en 868 MHz a priori, et j'ai vu quelqu'un justement sur un forum qui parlait qu'il y avait un petit module qui apparemment était capable de récupérer la téléinfo et de décoder les infos en gros, et de retranscrire ça directement quoi, sans passer justement par ton fournisseur et aller récupérer des infos chez lui et autres. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen justement avec ton compteur de gaz de faire ce type de bidouille? Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Mais c'est toujours priori, pareil. Ça a l'air de fonctionner. L'appareil, il va falloir l'alimenter en électricité. Ah bah oui, c'est toujours l'état du problème. On en revient toujours au même point. Et je t'avouerai que mettre un appareil électrique à côté de mon compteur gaz... Et bricoler un compteur gaz, on va peut-être éviter. Enfin, après, faites ce que vous voulez. Parce que, juste une petite parenthèse par rapport aux téléinformations qu'on disait sur les compteurs électriques, c'est légal et c'est pas dangereux. C'est prévu pour... quand on branche le petit capteur, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, hop, j'ai oublié son nom, le téléinfo USB que tu branches dessus, sur les deux petits slots C1, C2, c'est c'est de la basse consommation de mémoire, c'est du courant faible, et c'est pas du tout ni dangereux, ni interdit, ni il y a aucun risque. Vous n'avez pas de risque de flinguer votre compteur ou d'avoir un problème par rapport à ça. Alors, il faut juste, par contre, demander à votre fournisseur d'électricité d'activer le téléinfo s'il ne l'est pas activé. Donc, si vous vous lancez dedans et que vous branchez et que vous avez rien, c'est peut-être parce que simplement il n'est pas activé. Si généralement vous avez hors pleine heure creuse, il est activé. Pas expérience personnelle par rapport à ça. Ok, donc pour le gaz, rien de plus quoi. Gaspard, non, tout ça pour pour le ça. Gaz, rien de plus. Je suis désolé, c'est vraiment un truc... Bon, après, on peut toujours parler... Enfin, tout ce qu'on a dit aussi sur l'eau, c'est-à-dire qu'on peut aussi remettre des vannes de coupure de gaz. Mais encore une fois, couper le gaz sans savoir pourquoi on coupe le gaz, bon, hormis avec des détecteurs de CO2... Puis attention, parce que autant bricoler les tuyaux d'eau, si ça marche pas, ça fuit, on s'en rend compte tout de suite. Du gaz, c'est un peu plus... sensible et dangereux, avec je vais pas dire avec modération, mais avec grosse prudence quoi. Faites pas n'importe quoi pour nous faire un retour de j'ai fait des trucs de gaz et j'ai plus de maison. À éviter quand même. C'est sécurité avant tout, hein, toujours on parle des énergies. Surtout qu'après en termes de gaz, en dehors de la fuite, bon là effectivement il y a des capteurs de toute façon de fuite de gaz en termes de détecteurs CO2 et consorts. Mais je vois pas trop après derrière, parce que le gaz tu vas utiliser pourquoi? Toi chez toi tu utilises pourquoi? Pour ta chaudière? Ah bah là ça serait juste pour la chaudière et la cuisinière. Comment dire, donc il y a pas tant de enfin comme ça après à creuser, mais je pense qu'il y a pas tant de scénarios possibles ou d'utilité à devoir utiliser la chose. Je vois pas trop, si ce n'est effectivement à faire couper le gaz quand t'es pas chez toi avec détecteur de présence. En cas de fuite. Ouais, non, c'est effectivement là c'est juste j'aime bien avoir de la data, j'aime bien mesurer tout ce que je peux.
Là, ce serait vraiment juste pour ça, quoi. Et faire un petit suivi, effectivement, de ma consommation de gaz. Même si, en fait, la plupart du temps, mon suivi vraiment de gaz, c'est par rapport à ma chaudière. Et j'ai mon thermostat Nest qui m'envoie déjà des feuilles à tire-larigot tous les mois parce que je consomme rien. Donc, ça va. Ok pour le gaz. Juste un petit complément, même si ça va être juste un survol. Donc on a fait l'eau, l'électricité, le gaz, donc je vois pas d'autre énergie dans la maison. Le seul truc, c'est le solaire et l'éolien. Donc on revient un petit peu là, donc la production effectivement de solaire et d'éolien, d'énergie. Donc quand on regarde un petit peu ça sur internet, je pense notamment des chaînes YouTube ou des choses comme ça, si on s'intéresse là-dessus, on va vite retrouver sur des éléments un peu de suivi de consommation, de relevé de consommation, d'éventuellement de délestage, puisque effectivement quand on est au solaire, on doit consommer moins que lorsqu'on est branché sur la centrale nucléaire. Donc on doit se réguler, et effectivement du délestage ou de la gestion intelligente d'électricité devient nécessaire par rapport à ça. Et on va retrouver un peu des réflexes ou des choses qu'on peut retrouver en domotique, en maison connectée. Donc si vous êtes intéressé, vous regardez un peu là-dessus. Moi j'ai une chaîne YouTube à vous conseiller, même si on parle de chaîne YouTube après. C'est, j'explique pas ce que je dis. C'est Barnabé Chaillot, CHI2LOT sur YouTube. C'est quelqu'un qui fait pas mal mumuse. Alors lui il est très branché autoconsommation. Donc l'eau, l'électricité, l'éolien. Et c'est assez didactique de ce qu'il fait. Il fait un peu professeur fou quand il présente le truc. Bon, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est plutôt intéressant et on a pas mal de bases d'électricité. On comprend pas mal de bases et on peut réappliquer ça derrière sur la domotique. Donc même si on n'est pas en autoconsommation, on peut très bien se dire tiens, ce qu'il a mis en place, ça peut être intéressant pour que je mette en place chez moi pour consommer moins et éventuellement pour comment dirais-je, soit dans une démarche écologique, soit une démarche économique, voire même les deux. Et deuxième chose, toujours dans cette partie solaire et éolien, on se dit très bien, je veux produire de l'électricité. Et cette production d'électricité, on peut également la stocker. Alors c'est une découverte. Alors c'est moins de la maison connectée, mais encore, ce sont les batteries Powerwall. C'est Tesla qui a présenté ça il y a maintenant quelques années. L'idée, c'est d'avoir une grosse batterie que vous allez installer chez vous et qui va se charger, alors soit par votre solaire ou votre éolien, ou également lorsque vous êtes en heure creuse. Donc la nuit en heure creuse, votre batterie se charge et la journée, en heure pleine, vous allez utiliser principalement l'électricité de votre batterie, puis après, l'électricité normale, ça va vous faire également des économies. Donc ça, c'est pas mal par Tesla. Et en fait, quand vous creusez un peu plus, il y a énormément de do-it-yourself par rapport à ça. Donc c'est avec des batteries lithium-ion. C'est pour ça que tout à l'heure je t'en parlais un petit peu. Les mêmes batteries qu'on trouve dans les Tesla, c'est une sorte de grosses piles, des gros bâtons un peu plus grands que les AAA. 18650. Exactement, qu'on trouve également dans les trottinettes, dans les overboards, etc. Et là-dessus, dans les cigarettes électroniques aussi, ouais. Et donc il y a tout un pan de tests, de chaînes YouTube, de blogs, etc. pour faire soi-même ces batteries et devenir un peu en autoconsommation. Et là, à nouveau, si je vous parle de ça, c'est parce qu'on retrouve encore les mêmes réflexes de dire, à un moment donné, je peux délester, je peux consommer moins, je peux consommer différemment. Et on retrouve sur des automatismes qui sont peu ou prou les mêmes qu'on va retrouver en domotique. Donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est un peu des parallèles, mais ça peut être très intéressant. Là aussi, sur les batteries que vous faites vous-même, faites gaffe quand même parce que ça prend feu. Ouais. C'est pas toi qui avais commencé. Si, j'ai commencé un peu à bricoler le truc et bon, pour l'instant c'est juste. T'as pas mis le feu pas mis le feu, mais j'ai eu deux trois mauvaises surprises déjà. L'électricité, c'est électrique quoi, c'est électrique. Je pense que si c'est un truc qui se répand vraiment, on va plus trouver une seule trottinette électrique sur les services là. Par rapport à ça justement, donc le sujet de ce truc là, c'est beaucoup les gens essayent de récupérer des batteries usagées. Ouais. Donc type les ordinateurs portables, vous savez derrière les trucs que vous débranchez, enfin les batteries, c'est pas les batteries, c'est les les batteries. Dedans votre batterie elle est morte et en fait dedans vous avez 2 ou 3 ou 4 18650 modules et en fait il suffit qu'il y en a un qui soit naze pour que l'ensemble ne fonctionne plus. Sauf les 3 autres sont fonctionnels. Donc vous récupérez ça, vous les testez. Il y a tout un process, vous les déchargez, les rechargez, vous testez, etc. Vous voyez leur capacité. Et après vous pouvez sélectionner quand vous allez monter vos batteries en série et en parallèle. Vous avez même des sites web qui vont vous dire selon les puissances de chaque batterie que vous aurez testé, comment les mettre en place pour qu'elles soient les plus optimum possibles.
Bon, voilà. Ça, chercher un petit peu, c'est les batteries Powerwall do it yourself, il y a de quoi faire. Mais c'était juste une réflexion par rapport à ce qu'on a parlé sur les énergies. Je pensais que ça avait sa place également là-dessus. Voilà pour ce petit dossier énergie. Vous avez des choses à rajouter sur l'énergie ou pas? Bah non, c'est une radio que j'écoute pas beaucoup, donc non, énergie. Désolé. Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je pense que c'est un vaste sujet quand même, mais bon. Voilà, des choses à tester. Je ne rajouterai pas de blagues totalement nulles aussi. Non, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. Alors désolé, on n'a peut-être pas été dans le détail, notamment pour le gaz. J'en suis le premier, désolé. Mais c'était pour donner un petit peu les cas d'usage autour de l'énergie à la maison. Exactement. Bon, on va terminer par ce que tu attends avec impatience, Julien. Les chaînes YouTube, les blogs, la nouvelle rubrique. Bon, moi je vous ai déjà dévoilé ma chaîne YouTube là pour cet épisode, donc Barnabé Chaillot, concernant ma touche sur le solaire. Sinon, qu'est-ce que vous avez chacun de votre côté en termes de chaîne YouTube ou de blog ou de site à faire découvrir ou intéressant par rapport à différents sujets de domotique? Bah, moi je peux parler rapidement une petite chaîne là que j'avais découverte il y a quelques temps, un YouTuber qui a fait une installation full HomeKit, enfin qui est passionné a priori d'HomeKit. Alors j'espère que j'en avais pas déjà parlé dans un épisode, je sais plus, mais c'est pas grave, hein, je remettrai une couche. Voilà, c'est Sébastien Goffin, sa chaîne YouTube. Et c'est un gars qui montrait un peu toute son installation domotique, mais liée à HomeKit, donc full Apple. Désolé pour ceux qui sont allergiques à la pomme, mais voilà, je trouvais ça sympa, moi étant sous Apple et puis utilisant un peu HomeKit. Je trouvais ça assez bien foutu, ces petites vidéos bien sympas. Et puis notamment il a fait une vidéo où il détaillait bien tout ce qui était l'utilisation des raccourcis via l'application Shortcuts d'Apple, qui permet en gros de faire des petites automatisations, ce qu'on pourrait faire sous JDOM et autres. C'est d'ailleurs avec sa vidéo que j'ai découvert qu'on pouvait aller hyper loin dans l'utilisation des raccourcis. Je pensais que ça s'arrêtait à des trucs bien basiques, et en fait on peut faire des trucs vraiment très très chiadés, très poussés. Je vous invite à aller voir, et notamment cette vidéo pour les gens qui veulent un petit peu se lancer dans les automatisations et tout via leur smartphone. Moi par exemple, c'est pas forcément domotique, mais en mettant un peu le doigt dedans, j'ai découvert par exemple qu'on pouvait faire des trucs assez simples, notamment quand je suis dans la voiture et que je branche mon iPhone pour démarrer CarPlay, ça me lance automatiquement mon application que j'ai choisie de podcast sur la lecture du dernier podcast en cours. Donc voilà, ça permet de faire des trucs vraiment poussés, et notamment on peut faire des choses avec des compteurs, implémenter des choses. Enfin, c'est vraiment pas mal. À voir, à découvrir, et à creuser, tu m'as donné envie. C'est ça. Et je vais suivre ça, je me souviens de m'abonner. Julien? Et notamment, je rajoute pendant qu'on parle de raccourcis, il y a quelques sites qui condensent tous les raccourcis que des gens ont créés, des raccourcis qui existent. Vous avez des listes incroyables de raccourcis à adapter sur Shortcut. L'application de raccourcis, c'est vraiment énorme ce qu'on peut faire. C'est en train de vraiment grossir. Et surtout qu'en plus, on peut les mettre en widget. Ouais, donc ça sera le prochain site que tu nous donneras sur le prochain épisode. On a dit qu'on en faisait... Il y en a deux, je crois, j'en avais enregistré deux. On en fait qu'un. On a dit qu'on en donnait qu'un par épisode. Sinon après, on va... Je pense à nos collègues, nos confrères du podcast Apple Différemment, notamment Audrey Coulot, je crois qu'il nous avait partagé ça sur une discussion, on était quelques-uns sur Twitter. Effectivement, oui, ça me parle effectivement. Ouais. Et toi, Julien? Alors, pour moi, c'est un blog que j'ai redécouvert. Je me souviens l'avoir déjà vu il y a très longtemps, et je le lis dernièrement vraiment beaucoup. C'est le blog d'Antoine Guilbert, donc www.antoinegilberttoutcollé.fr. Gilbert, c'est G-U-I-L-B-E-R-T. Alors pourquoi ? Parce qu'il parle de domotique et il parle de Home Assistant. Alors il parlait aussi un peu de JDOM, etc. Mais il teste aussi des produits et tout. Mais comme on vous l'a déjà dit un petit peu, on voulait parler d'autre chose que de JDOM. Alors on
nous a un peu reproché de parler trop de JDOM, c'est vrai, c'était notre solution à nous. Donc le prochain épisode que l'on tournera prochainement, on a fait un appel pour avoir quelqu'un qui se sent expert pour partager avec nous le sujet. On a fait un appel sur Twitter, mais à côté de ça, Gaëtan et moi, on creuse le sujet. Moi, j'avais déjà testé il y a très longtemps, il y a plus d'1 an, le truc. Là, j'ai réinstallé un Home Assistant et en une semaine, j'ai remis toute ma domotique sur Home Assistant, à part les scénarios. Donc, je vais tester aussi, vous m'avez donné envie. Bah dépêche-toi parce que t'as des devoirs à faire. On tourne le 14 octobre, je te rappelle. Donc, mais j'ai un Raspberry là, présentement devant moi là, qui va me servir à ça. Bon, à suivre par rapport à ça. Donc voilà, donc Antoine Gilbert, très sympa pour la domotique, mais aussi pour les tests de produits high-tech, etc. Donc on vous a mis les liens. Vraiment. Pour sympa. toutes nos petits découvertes, on vous a mis évidemment les liens dans les notes de l'épisode ou sur le site Tech Café, rubrique domotique, Tech Café domotique. Parfait. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à compléter, à ajouter, une petite idée, un petit commentaire, une remarque? Non, bah écoute, on espère que on a un petit peu plus structuré là, on s'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, on a un petit peu retravaillé sur un peu le format et la mise en la préparation, donc on espère ça vous plaira. Dites-nous ce que vous en pensez. Que ça va vous plaire, ouais. Si cette formule, même s'il n'y a pas de grosse révolution, mais au moins est-ce que ça vous plaît. Si vous avez effectivement des idées de sujets, donc là prochaine liste, est-ce que vous êtes intéressé pour un épisode spécifique l'application maison, donc HomeKit de chez Apple avec HomeBridge. Donc là on parlera pas de JDOM, mais on va être très Apple. Donc pour ceux qui sont, on risque aussi de se faire des amis pour ceux qui sont allergiques à tout ce qui est produit paumé. Non pas perdu, mais à la pomme. Mais bon, après ça, dites tout ce que vous en pensez. Après, je pense qu'il y a de tout. On peut toucher différents intérêts. Bien évidemment, chaque épisode peut plaire ou ne pas plaire, mais l'idée c'est qu'on puisse évoquer un maximum de sujets et puis de répondre à vos envies, de curiosité et vos besoins. N'est-ce pas, Julien? On va peut-être aussi parler d'une petite chose qu'on prépare. Alors comme on a dit, on s'est réunis, on a préparé plusieurs épisodes à l'avance. On a aussi préparé une sorte de nouvelle série Tech Café domotique. Alors pour l'instant, le nom de code c'est Tech Review Café domotique. On va tout simplement, certaines marques nous font confiance. On a déjà parlé de Philips Hue qui nous avait filé des produits à tester et grâce à ça vous avez eu des codes promo de au moins 20%, etc. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est tout simplement faire un petit épisode où on va vous parler de l'expérience qu'on a eue juste sur ce produit-là. On parlera pas d'actualité, ça sera pas un dossier, ça sera juste notre tour oral de ces produits, alors que ce soit les Philips Hue, les caméras ou les sirènes Netatmo, etc., etc. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse ce format-là. On va tester sur 3 épisodes qu'on a déjà planifiés. Et puis voilà, c'est toujours pour l'idée n'étant pas de faire que en disant c'est les meilleurs produits du monde et puis achetez-les, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est de dire voilà, la personne qui va le recevoir, surtout pas vous vendre. On reçoit pas tous les 3 les mêmes produits. Surtout moi. Moi j'ai une Tesla à tester. Moi, alors ça peut être aussi. Non mais blague à part. C'est pas que des produits qu'on nous envoie. Hein, ça peut être. Oui, ça peut être vraiment des produits qu'on achète nous-mêmes, effectivement. Donc l'idée c'est de dire voilà, il y en a un qui dit j'ai testé, j'ai reçu, j'ai acheté tel produit. Voilà, je le présente, voilà ce que j'en pense. Et derrière nous, on posera des questions un peu en mode découverte et ça donne ça. Et si j'installe chez moi, etc., d'échanger là-dessus. Et puis si c'est certaines marques qui nous ont envoyé des produits, effectivement, essayer de récupérer pour vous des codes promo éventuellement si ça peut vous intéresser, mais ça aussi c'est des choses à creuser. Donc l'idée de ce format produit, c'est de faire un épisode sur un seul produit, des choses assez courtes, assez sympas, et je pense qu'il pourrait éventuellement vous intéresser. Voilà, mais ça c'est à suivre. Ouais, tout à fait. Effectivement, donc on a pas mal de petits projets sur ce Tech Café domotique pour notre plus grand bonheur. Et puis si des marques sont intéressées, si des marques nous écoutent, n'hésitez pas. Oui, c'est vrai. À nous envoyer plein de choses à tester. Surtout, on est toujours preneurs de. J'ai encore rien testé. Voilà, on voit pas. Non, mais bon, blague à part, ça c'est pas grave. Mais si vous êtes des marques que vous êtes intéressés, effectivement, vous pouvez
nous contacter. Mais on a déjà de quoi faire de toute façon pour l'instant en termes de produits. Et si c'est de la merde, désolé, on le dira. Oui, surtout. Ah oui, c'est surtout. clair, ouais. Ou alors on fera pas l'épisode. Non, on le dira. Oui, c'est clair, si ça nous branche Enfin, pas plus que ça. Après, dans chaque produit, il y a toujours des petits trucs bien intéressants. Ouais. Bref, chacun se fera son opinion par rapport à ça. Voilà, je pense que c'était un bel épisode. Là, on en a combien là? Ah oui, on a plus d'une heure d'enregistrement. Je pense que c'est l'heure de conclure. Alors, non, à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter. Ouais. Non, moi j'espère juste que j'aurai un son à peu près potable parce que j'ai juste mon GarageBand qui me permet d'enregistrer qui a coupé plusieurs fois, donc on verra. Hein. On verra si vous me direz si ma voix est assez audible. On Ok. verra. Julien? Eh ben écoutez, pas mieux, moi mon GarageBand il tourne, mais écoutez, je vous souhaite messieurs une bonne soirée, une bonne semaine. On se dit à bientôt. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Tech Ouais. Café À très Domotique. bientôt. Salut. À bientôt. Allez, salut. Salut.